Bonsoir et bienvenue dans cette deuxième partie de notre live hebdomadaire sur Mediapart, consacrée ce soir à la prison, trop souvent insalubre et surpeuplée, et aux nombreuses impasses de notre système pénal et pénitentiaire. À mes côtés, Michael Ashdenberg, journaliste à Mediapart et spécialiste des questions de justice. Alors, première question à Michael, pourquoi ce live sur la prison ce soir ? Ce live, parce qu'en croire certains, la prison serait la réponse à tous les problèmes de délinquance et d'insécurité dans le pays. Les policiers demandent toujours plus de peines de prison. Les partis politiques, quand ils sont au pouvoir, à droite comme à gauche, font construire des prisons, au motif souvent qu'il faut lutter contre la population carcérale, la surpopulation carcérale. Mais comme le dit l'OIP, l'Observatoire international des prisons, qui nous a aidés à construire cette soirée, au bout d'un moment, on peut se demander si finalement la surpopulation carcérale n'est pas un alibi pour construire plus de prisons. En clair, est-ce qu'il ne faudrait pas vider un peu les prisons plutôt que d'en construire de nouvelles? Est-ce qu'il ne faudrait pas repenser un peu la prison, puisque tout le monde considère aujourd'hui et est d'accord pour dire que c'est la principale école du crime en France? Qu'est-ce qu'on pourrait faire finalement? S'inspirer des autres pays étrangers, alors que les magistrats français ont plutôt tendance, si l'on en croit les statistiques, à privilégier cette solution, la prison. Encore hier à Toulouse, un jeune homme de 22 ans, au casier judiciaire pourtant vierge, a été condamné à 3 mois de prison ferme pour avoir volé un fromage dans un supermarché. Alors pour essayer de répondre à ces questions, on a décidé d'inviter ceux qui connaissent le mieux la prison, ceux qui travaillent dessus, des chercheurs ou ceux qui y sont passés, qu'on entend beaucoup moins souvent malheureusement, d'anciens détenus, et qui vont nous aider à comprendre ces enjeux. Alors avec nous, malheureusement, ce soir, Kemso ne sera pas là, donc c'était un des détenus invités sur ce plateau. Mais Virginie Gautron, vous êtes là, vous êtes maître de conférence en droit pénal à l'Université de Nantes depuis 2007. Et vous avez soutenu une thèse sur les politiques publiques de lutte contre la délinquance. Bonsoir. Bonsoir. Karim Mokhtari, vous êtes ancien détenu, vous êtes l'auteur du livre Rédemption et très engagé dans une volonté de réforme du système carcéral. Vous êtes également vice-président de l'association Carcéropolis, qui tente de sensibiliser les jeunes à la prison, et vous nous raconterez ça tout à l'heure. Alexandre Bouquet, bonsoir également. Bonsoir. Vous êtes directeur du centre pénitentiaire d'Écrouves et secrétaire national du syndicat national des directeurs pénitentiaires. Et puis, Marie Crétereau, vous êtes membre de l'OIP, responsable du plaidoyer. Donc l'OIP, je le répète, Observatoire international des prisons, et qui nous a bien aidés effectivement sur ce live ce soir. Peut-être une première question pour vous, Karim Mokhtari. Vous avez connu une bonne série d'établissements pénitentiaires, 15 si je ne m'abuse, après une première peine de 4 ans. C'est ça? Non, pas tout à fait, alors corrigez-moi, vous allez nous corriger. En tout cas, on voulait savoir quel était votre point de vue sur le sens de la peine, éventuellement le sens de la courte peine, à la fois à travers votre propre expérience et puis celle des détenus que vous avez pu côtoyer, et puis ceux que vous continuez de côtoyer dans le cadre de votre activité militante. Très bien, merci pour l'invitation. Alors en effet, j'ai connu 15 établissements pénitentiaires sur l'ensemble de ma peine, donc de 72 mois plein, sur une peine de 10 ans de réclusion criminelle. Pour répondre à la question des courtes peines, effectivement, on est en surpopulation dans certains établissements à plus de 200%. C'est quand même quelque chose, ça veut donc dire des gens au sol, ça veut donc dire une insalubrité maximale pour ces personnes-là, et puis un sens de la peine qui est quand même assez rabaissé finalement, puisque vous entrez en prison usé socialement, et puis finalement ces conditions-là vous usent humainement. Le sens de la prison pour les courtes peines, pour moi, il y en a peu. Effectivement, pour moi, la peine doit pouvoir permettre à la personne de se remettre en question sur l'acte qu'il a posé, trouver les ressources en lui et autour de lui pour ne plus jamais récidiver. Or, lorsque l'on vous fait subir parfois par les conditions de détention pires que ce pourquoi vous êtes là, quand vous avez volé un fromage et que vous vous retrouvez à dormir par terre, il y a quand même un monde entre le sens de la peine et la réalité de cette peine. Donc, je pense que sur l'ensemble des petites peines, et moi j'entends petite peine moins d'1 an, effectivement quand on a fait une grande peine, moins d'1 an ça paraît être une petite peine, surtout quand on sait que pour favoriser un parcours de réinsertion, il faut au minimum 6 à 7 mois. Donc pour construire un projet de réinsertion en 7 mois, si vous avez une peine de moins de 7 mois, c'est quand même particulier. Ensuite, je pense que la réponse pénale ne doit pas toujours être l'enfermement. Au contraire, il doit être le dernier recours. D'enfermer un individu, c'est contre nature. C'est contre social, j'ai envie de dire. Et donc, on doit trouver une intelligence collective qui nous permette de donner un sens à la réponse pénale. La réponse pénale, ce n'est pas toujours d'enlever la liberté d'un individu.
Et dans ces cas-là, bien sûr, ce n'est pas que la liberté, mais c'est aussi l'humanité et la dignité d'un individu. C'est quand même 3 piliers forts pour la reconstruction sociale et humaine d'un individu dans sa capacité avec les autres. Donc pour moi, il faudrait pouvoir avoir des peines alternatives, des peines qui redonnent du sens, donc à l'acte posé et à la réponse pénale, mais aussi qui redonnent du sens à la citoyenneté de notre pays et à l'ensemble des valeurs sur lesquelles s'appuie le système judiciaire et pourquoi pas même pénitentiaire. Et juste, est-ce que vous, justement, vous avez trouvé du sens à votre propre expérience en prison ? Vous savez, le sens, il a fallu le trouver parce que dans 9 mètres carrés, a priori, il n'y a pas beaucoup de choses à regarder, il n'y a pas beaucoup d'endroits où s'orienter. Et finalement, vous savez, j'ai dû appeler mon livre Rédemption, j'aurais bien aimé l'appeler Réinsertion, mais dans mes 9 mètres carrés, je n'ai trouvé aucun moyen de m'amender, si ce n'est de subir ce châtiment ou bien cette punition qui m'avait été donnée. Donc le sens, je ne l'ai pas trouvé, j'ai dû aider la pénitentiaire à m'aider, c'est-à-dire j'ai dû être proactif dans mes démarches de réinsertion, à montrer qu'effectivement j'étais prêt à mouiller le maillot pour ma cause, celle de me réparer dans ma capacité avec les autres. Ce qui peut vraiment donner du sens, c'est bien sûr donner l'accès à la formation, à l'emploi. Et quand je parle d'emploi, je parle du droit du travail aussi, parce qu'effectivement, c'est encore un long cheminement qu'il nous faudra faire dans ces prisons, parce que nous avons une grande population carcérale qui a moins de 30 ans. Et lorsque vous avez moins de 30 ans et que comme première expérience professionnelle, vous vous retrouvez, j'ai envie de dire, esclave par l'activité économique de ces ateliers, c'est quand même pas une belle expérience, c'est quand même pas un beau message que l'on fait passer à notre jeunesse. Donc voilà, du sens, il y en a, mais il faut aller le chercher. Comment vous faites pour en donner aujourd'hui? Vous continuez de fréquenter, vous êtes passé de l'autre côté, et vous êtes en contact avec des jeunes qui sont à l'intérieur de la prison, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, et qui sont condamnés à des courtes peines. Qu'est-ce que vous leur dites, vous, pour essayer de donner du sens à leur détention? Je leur dis déjà, je sors de la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones à l'instant, à Montpellier, et effectivement, on a dans ces prisons des gens condamnés, des gens prévenus pour des longues peines, pour des petites peines. Et effectivement, ils me demandent, mais comment faire de ce temps un temps utile pour moi? Alors effectivement, quand vous avez des agents du SPIP, des conseillers d'insertion de probation, qui croulent derrière 120 ou 130 dossiers, c'est quand même pas évident, même si c'est leur rôle d'aider ces personnes à engager un projet de réinsertion. Le message que je leur fais passer, c'est que la réinsertion, c'est pas le dernier jour de la prison. La réinsertion, c'est la première seconde en prison. C'est dans son comportement, c'est dans son attitude, c'est dans ses réflexions et c'est dans ses projections. Je leur demande donc, et je les y aide aussi à travers mon propre parcours, à essayer de trouver les ressources en eux pour changer leurs compétences négatives en positives et de trouver les ressources autour d'eux, même s'ils sont peu nombreuses, il y a quand même des ressources à activer dans un projet de réinsertion, aussi court soit-il. Alexandre Bouquet, vous êtes directeur de prison. Est-ce qu'aujourd'hui, la prison est autre chose, finalement, quand on entend ça, qu'un moyen onéreux de rendre les délinquants encore plus délinquants? Oui, j'espère en tout cas qu'elle l'est. Et évidemment, la majorité des fonctionnaires pénitentiaires en sont persuadés. Bien sûr, l'administration pénitentiaire est aussi une administration d'exclusion. C'est quelque chose qu'on dit rarement lorsqu'on parle du sens de la peine. Mais le sens de la peine, le premier sens de la peine tel qu'il a été créé lorsqu'on a créé l'institution prison, c'est d'exclure, c'est-à-dire de mettre au banc à un moment ou à un autre, de mettre hors jeu quelqu'un de la société. Alors, il y a d'autres sens, évidemment, importants, me semble-t-il. Il y a de plus en plus une logique d'évaluation, c'est-à-dire que le temps de la prison, c'est un temps où on est censé, nous, personnel pénitentiaire, tout corps confondu, qu'il s'agisse du surveillant, du conseiller d'insertion, de la psychologue, lorsqu'elle existe, un temps d'évaluation donc des capacités de l'intéressé à revenir dans la collectivité ou pas. Et pour évaluer, il faut du temps, et je vous rejoins tout à fait. Lorsqu'on a une peine de 3 mois, vous en parliez tout à l'heure, pour évaluer, pour savoir quels sont les besoins, qu'est-ce qui a justifié que tel ou tel, à un moment, ait une décision de mise hors jeu par l'institution judiciaire, c'est extrêmement court. L'utilité d'une peine aussi courte, elle reste relativement mystérieuse. Et puis le troisième axe, c'est la prévention. Alors, la loi de 2009, la grande loi pénitentiaire, estime que notre vocation à tous, une fois de plus, tout personnel confondu, c'est la prévention de la récidive. À mon sens, ce n'est pas un vain mot, il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits en la matière. Il y a une vision des choses qui évolue progressivement et il y a beaucoup de conseillers d'insertion et de probation aujourd'hui qui tiennent le discours que vous venez de tenir. Alors la difficulté, c'est les moyens, effectivement, c'est la qualité de l'accompagnement, c'est aussi l'envie parfois, parce qu'il y a évidemment beaucoup de personnels qui sont lassés des conditions de détention qui sont pour eux les conditions de travail et qui ont du mal aussi à continuer à croire dans cette logique-là. Peut-être Marie Crétereau, pour l'OIP, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? C'est-à-dire que les mentalités, en tout cas la manière de faire change sur la manière d'appréhender le séjour en prison. Est-ce que c'est purement une question de moyens désormais?
La question des moyens, elle se pose toujours après sur... et c'est de manière récurrente et plus que l'évolution. C'est la surpopulation est chronique depuis des années, une trentaine d'années. La question des moyens se pose à peu près depuis la même date. Et du coup, le temps passé en détention, quelles que soient les missions qui évoluent, qu'on confie au personnel pénitentiaire, le temps est toujours aussi vide pour les personnes qui sont incarcérées. Et ce qui change aussi, c'est qu'on a de plus en plus de personnes qui sont incarcérées pour de courtes peines. Donc c'est du temps vide, mais derrière, c'est la question du sens de cette peine par rapport à d'autres dispositifs qui pourraient être beaucoup plus efficaces et profitables pour les personnes comme pour la société. Donc c'est la question des peines alternatives contre la prison. Ensuite, sur la question de l'évaluation, puisque oui, effectivement, aujourd'hui, on demande ça au personnel pénitentiaire. La question, en fait, l'évaluation devrait se poser bien avant, au moment du prononcé, enfin du choix d'une peine, de savoir quelle est la peine, parce qu'on ne se pose jamais cette question, est-ce que la peine de prison est appropriée dans le cas qui est présenté? Est-ce que ça répond aux problématiques de la personne? Est-ce que ça va changer, ça va lui permettre de régler les questions qui ont concouru au passage à l'acte ou pas? Ça, c'est jamais posé. Pourquoi vous dites que c'est jamais posé? Parce qu'on est généralement dans le cadre de procédures rapides, avec peu d'éléments sur le parcours, la personnalité des personnes qui sont jugées, et un réflexe qui est le réflexe prison, et pas se poser la question, sans même se poser la question de l'impact que ça va avoir en fait sur le parcours de la personne. Parce que vous, Alexandre Bouquet, si j'entends bien ce que vous dites une peine de 3 mois de prison, c'est inutile. Oui. Dans tous les cas. Il ne faut jamais dire jamais, mais enfin, on va dire à 99%, oui, c'est inutile. Moi, je ne suis pas magistrat. Est-ce qu'une peine fait sens, selon vous? À partir de quel moment est-ce qu'on peut considérer qu'une peine fait sens? Je ne vais pas vous répondre de manière chiffrée. Elle fait sens à partir du moment où elle est utile. Oui. Une peine de 10 ans peut être totalement inutile si le détenu d'un côté, l'administration de l'autre côté, se loupe. Alors je vais reformuler la question. À partir bien sûr, de quel moment est-ce que vous pouvez travailler de façon à je vais répondre de manière cette chiffrée, mais la question du temps n'est pas forcément centrale. Nous, on estime qu'une peine en dessous de 6 mois, elle n'est pas utile parce que, avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, qu'il s'agisse de moyens de personnel, d'insertion ou de personnel administratif ou de personnel de surveillance, on n'est pas, me semble-t-il, en mesure de faire un travail utile pour la personne détenue. Ça a été dit tout à l'heure, il faut aussi que ce soit un cheminement du détenu. Et parfois, ce cheminement, il est immédiat, il n'est pas toujours immédiat. Il y a des gens qu'on a du mal à aller chercher. Et donc, on essaye, ça ne marche pas, on va essayer autre chose, ça ne marche pas. Il faut un petit peu de temps. Il y a des gens pour lesquels ça va être très rapide. Il y a des gens pour lesquels aussi cette mission d'évaluation, moi, que je crois importante, elle va prendre du temps parce qu'on va se rendre compte que finalement, la question, ce n'est pas tant l'employabilité, la question, ce n'est pas tant un problème d'addiction, par exemple, mais derrière, on va découvrir un problème sanitaire important. On va découvrir un problème psychologique important. Voilà. Ça suppose aussi du temps. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qu'on reçoit à l'issue de procédures très rapides, avec de la part des juges une méconnaissance de la situation en détail de l'intéressé. On peut difficilement les en vouloir pour ça. Ils ont eux aussi très peu de temps. Il faut aller en comparution immédiate pour voir un peu comment ça fonctionne, pour se décider. Après, la difficulté, c'est effectivement qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui, auparavant, étaient condamnés à 3, 4, 5, 6 mois et dorénavant ne le seraient plus. Alors, on va vous entendre, hein, Virginie Gautron, mais avant ça, une petite salve de chiffres illustrés par DataGull, qui est un module vidéo réalisé par Première Ligne, que les lecteurs de Mediapart connaissent bien, avec Story Circus, et en coproduction avec France Télévisions. Le titre de cet extrait vidéo est assez clair. Il s'agit de l'écrou et ses vices. La prison, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Bonjour. 2 milliards d'euros, voilà la coquette somme engagée par l'État depuis 2012 pour construire de nouvelles places de prison. Il faut dire que derrière les barreaux, on manque sérieusement d'espace. Au 1er avril 2016, 68 361 personnes étaient incarcérées dans les prisons françaises qui, à la même date, ne disposaient que de 54 118 places, soit plus de 14 200 détenus en trop et un taux d'occupation de 124%. D'où ces investissements massifs. Premier objectif, 6 500 places supplémentaires d'ici 2019, puis 3 200 autres avant 2024, ce qui amènerait à un total de 66 750 places. Bel effort. Sauf que l'on reste toujours en dessous des quelques 68 300 personnes emprisonnées au 1er avril 2016. Et ce n'est pas une blague. Écoutons ce que racontent ces chiffres de la surpopulation carcérale.
Entre 2002 et 2012, le nombre de places en prison a augmenté de plus de 20%, mais la surpopulation persiste. Plus on crée de cellules, plus on emprisonne. Sur ces mêmes 10 années, 29 lois pénales ont été votées ouvrant de nouvelles voies pour atterrir derrière les barreaux. Racolage passif, mendicité agressive, occupation en réunion de halls d'immeubles ou vente à la sauvette, autant de comportements qui sont désormais passibles de peine d'emprisonnement. L'État démontre qu'il sait punir. Et après, 61% des détenus sortant de prison sont réincarcérés dans les 5 années qui suivent. Un chiffre qui monte à 63% en cas de sortie sèche, sans le moindre aménagement de peine, ni accompagnement. Apparemment, le passage par la case prison n'est pas franchement dissuasif. En revanche, seuls 39% des prisonniers bénéficiant d'une libération conditionnelle retournent en prison dans les 5 ans. Un taux qui tombe à 32% pour les condamnés avec sursis et mise à l'épreuve. Laxisme ou efficacité ? Alors Virginie Gautron, on vient de voir beaucoup de chiffres assez impressionnants. Il y a un chiffre qui n'est pas donné dans cette séquence, c'est, puisqu'on disait que les peines de moins de 6 mois, il était difficile de leur donner un sens. Est-ce qu'on sait ce que ça représente, les gens qui sont aujourd'hui détenus et qui sont condamnés à une peine de moins de 6 mois de prison ? La très grande masse des détenus, 75% des peines prononcées sont de moins d'1 an, un peu moins d'un tiers de moins de 3 mois. Donc c'est vraiment la grande masse des infractions qui donnent lieu à de courtes peines d'incarcération. Et ça, on peut dater cette évolution-là, ou alors ça a toujours été comme ça ? Alors, sur la dernière période, avec toute la répression pénale, enfin l'aggravation des peines, avec toutes les réformes qu'on a pu connaître, ce qui a augmenté le plus, ce sont justement les courtes peines. Et ce qui n'est pas le signe d'ailleurs d'un laxisme des magistrats, c'est qu'en fait, la grande masse des infractions qui sont commises sont des infractions de petite et moyenne gravité. Donc, évidemment, ça génère une croissance importante. Est-ce que ça signifie au fond que l'État ne sait que punir ? Alors de plus en plus, oui, les investissements sont tels dans l'architecture carcérale, la construction de prisons, de dispositifs technologiques, etc., qui coûtent très très cher, et on investit de moins en moins, effectivement, pour les questions sociales, la prévention, alors en amont d'un passage à l'acte, mais la prévention de la récidive également, une fois qu'une infraction est commise. Vous vouliez réagir Oui, je pense que les chiffres ont été clairs. Et depuis un certain nombre de temps, c'est récurrent, cette montée en puissance à la fois des effectifs de personnes détenues et des besoins de l'administration pénitentiaire pour y répondre. Je pense que ce n'est plus une histoire d'argent pour moi, parce qu'on est quand même à presque 3 milliards d'euros en termes de financement de l'administration pénitentiaire. Ça représente presque 40% du budget de la justice. Donc ça fait un moment qu'on met beaucoup d'argent là-dedans. Je crois que la prison, c'est la seule entreprise en France qui fait faillite chaque année, mais dans laquelle on va investir toujours plus. Moi, ce que j'ai envie de dire, bien sûr, est-ce que la France punit ? Moi, j'ai la sensation qu'elle punit plus qu'elle ne sanctionne. Parce qu'entre punition et sanction, c'est un atelier que j'ai mené tout à l'heure avec les personnes détenues, et il y a 4 planètes. Entre punir, mettre quelqu'un dans un coin, dans un trou, dans sa cellule, en attendant qu'il sorte, et on ne va rien arranger d'autre que de nourrir chez lui une sorte de vengeance sociale, alors que si l'on veut véritablement, et il s'agit juste d'être un parent pour cela, et de voir à quel point, lorsqu'un enfant transgresse la règle, comment est-ce que l'on va se comporter à ses côtés, comment est-ce qu'on fait pour l'aider à comprendre l'acte qu'il a posé et à quel point il ne faut pas le réitérer. Donc je pense qu'on devrait investir davantage dans donner des sanctions pédagogiques, à visée pédagogique, faire comprendre aux individus quelles sont les ressources en eux et autour d'eux pour ne pas récidiver. Je pense qu'il faut miser sur l'intelligence aussi des individus, au-delà de leur chef d'inculpation ou de leur capacité à récidiver. Mais Virginie Gautron, justement, au début du quinquennat Hollande, avec la loi Taubira, on avait pensé qu'on allait créer des alternatives à la prison. Et puis finalement, on a l'impression que ça a été sans effet, sans lendemain, qu'il n'y a rien eu une nouvelle fois. Et dans le dernier rapport du ministre de la Justice sur la population carcérale, en septembre, il est écrit justement que, en fait, la prison entre en résonance avec les attentes de la société. Alors derrière cette grande formule, est-ce que déjà ça vous semble vrai ? Et est-ce que si on dit ça, ça signifie qu'on ne pourra jamais changer la prison ? Alors ça n'est pas totalement faux au sens où les responsables politiques ont peur que s'ils proposent des peines alternatives, des mesures sociales permettant un accompagnement digne de ce nom des personnes sous main de justice, elles vont être taxées de laxisme, d'angélisme, et donc qu'elles ne seront pas réélues aux élections suivantes. Donc voilà, alors il est vrai que la population accorde une confiance très exagérée à l'effet dissuasif des peines. Une peine sévère, une peine efficace, c'est inévitablement une incarcération. Au contraire, on voit les alternatives plutôt comme un cadeau, un adoucissement de la peine, etc., ce qui est
faux quand on creuse un petit peu le sujet. Alors, la loi Taubira, alors, mais c'est la poursuite de toutes les réformes pénales qu'on a connues, c'est-à-dire qu'on considère en France que le seul moyen de lutter contre la délinquance, c'est d'adopter une nouvelle loi avec des nouvelles règles pénales, sans jamais mettre les moyens derrière pour les appliquer correctement. Donc, en réalité, on est simplement dans une politique d'affichage. Après, une des difficultés, c'est ce discours, à mon avis, consistant à dire la population ne peut pas entendre qu'on traite mieux les délinquants, c'est surtout que les responsables politiques ne font pas du tout preuve de pédagogie. Moi, je le constate notamment dans une recherche en cours où on réalise des entretiens collectifs avec des citoyens lambda. On leur pose des questions générales sur les peines, la justice. Alors oui, la justice est laxiste, oui, les peines ne sont pas assez sévères. Et quand on leur montre des petites vidéos de compte-rendu d'audience où on voit un délinquant avec son parcours, etc., là, la population s'identifie beaucoup plus au délinquant en question, s'aperçoit de son parcours et j'imagine qu'on y reviendra sans doute, observe les caractéristiques sociales, sanitaires parfois d'un public qui est souvent fragile économiquement et socialement. Et pour le coup, quand on les interroge, mais dans cette situation-là, quelle peine serait adaptée? Eh bien, justement, la population, enfin en tout cas les citoyens qu'on interroge, disent qu'il faut des peines pédagogiques. Ils sont très favorables au travail d'intérêt général, ils sont très favorables au stage. Donc ça montre bien que si on adoptait un tout autre discours complètement hallucinant, on raconte n'importe quoi dans la plupart des médias sur la réalité de la délinquance, sur les pratiques des magistrats. Donc s'il y avait ce vrai effort pédagogique de réaliser, ce serait possible. Quant à la loi Taubira et la fameuse contrainte pénale, cette alternative, on n'a pas mis les moyens derrière. Une propension aussi très forte chez les politiques, c'est de vouloir marquer l'histoire de la pénologie et d'adopter une nouvelle peine. Et les magistrats, au fond, considèrent qu'une contrainte pénale, c'est pas très différent d'un SME, c'est même plus compliqué sur certains aspects qu'un SME, et donc ils n'en prononcent pas, en se disant par ailleurs qu'il y aura sursis avec mise à l'épreuve, en se disant que derrière, il n'y aura pas un réel suivi des personnes, et donc voilà. Et juste sans vouloir faire une folie des chiffres, mais on a des informations chiffrées et qualitatives sur le taux de récidive quand on est sur des mesures alternatives par rapport à l'enfermement? Alors oui, c'est compliqué comme sujet. Effectivement, quand on voit les pourcentages qui viennent de passer, 60% des personnes qui sont condamnées à du ferme récidivent dans les 5 ans. Ça atteint même 75% pour ce qui concerne les mineurs. Moins s'il s'agit d'une libération conditionnelle. Mais ce ne sont pas les mêmes publics. C'est-à-dire qu'une personne qui va bénéficier d'une libération conditionnelle, elle a un profil moins problématique, des gages de réinsertion plus importants. Donc, ce n'est pas étonnant qu'elle récidive moins. Ceci étant, Annick Hensed, la direction de l'administration pénitentiaire, donc du ministère de la Justice, a réalisé une étude il y a quelques années qui montre que toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire si on prend 2 groupes identiques ayant commis la même infraction, ayant les mêmes antécédents, un aménagement de peine réduit la probabilité d'une nouvelle condamnation de 1,5. Donc oui, ça fonctionne beaucoup mieux que les sorties sèches. Et Alexandre de Bouquet, syndicalement, vous vous prononcez, alors peut-être à rebours de ce qu'on entend, pour la construction de nouvelles places de prison. Comment vous arrivez à tenir les 2 discours, celui que vous venez de nous tenir en début de séquence, et puis cette notion de construire encore et toujours plus de places? Alors c'est plus compliqué que ça. Syndicalement, notre position essentielle, c'est d'être évidemment contre la surpopulation pénale et donc d'être pour le numerus clausus. Le système que nous proposons, c'est un système dans lequel une place de prison égale un détenu et pas plus. On souhaite nous imposer ce dispositif aux magistrats. Le système est le suivant. Lorsque, établissement par établissement, il y a des accords entre les parquets, le procureur de la République et le chef d'établissement sur un quantum maximum, 183. Lorsqu'est écroué le 184e, celui qui a la peine la plus proche, la date de libération la plus proche, est automatiquement sorti de prison. Voilà la proposition du SNDP, enfin du syndicat que je représente depuis très longtemps, qui a été présentée à plusieurs gardes des Sceaux différents, à plusieurs directeurs de l'administration pénitentiaire différents. C'est évidemment très compliqué à mettre en œuvre, mais c'est ce qui nous semble le plus pertinent, parce que, et ça a été dit, qu'on ait 3 jours, 5 jours, 1 jour ou 12 jours à faire, c'est pas ça qui va profondément changer les choses. Attention quand même au niveau de l'accompagnement vers la sortie, parce qu'il y a des choses qui se décident au dernier moment, de l'ordre vraiment matériel.
Ensuite, nous, lorsque effectivement Manuel Valls et Jean-Jacques Urvoas ont présenté le dispositif de construction, on n'a pas applaudi des deux mains, on a simplement considéré que c'était mieux, évidemment, vu le nombre de détenus actuels et compte tenu du rejet de la politique que nous proposons de numerus clausus, d'avoir effectivement plus de cellules, puisqu'il n'est pas admissible d'avoir 3 ou 4 détenus par cellule dans des cellules de 9 mètres carrés, ou 8 ou 9 ou 10 dans des cellules de 15. Voilà. Ce qui est le cas chez vous, par exemple? Ce qui n'est pas du tout le cas chez moi, puisque j'ai la chance de diriger un centre de détention. Ce qu'il faut bien rappeler, c'est que la surpopulation est uniquement concentrée dans les maisons d'arrêt. Et dans les centres de détention et les maisons centrales, donc les établissements pour peine, moyenne et longue peine, on en reste à un système de numerus clausus. Voilà. Mais on souhaiterait la généralisation, nous, de ce numerus clausus, ce qui nous permettrait aussi, on parlait des moyens, de se donner un peu plus de marge, justement, pour essayer de faire du meilleur travail. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on a construit, on a eu de plus en plus de détenus. C'est bien pour ça qu'on est favorable au numerus clausus, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'on s'arrête sur un chiffre. Alors, moi, en tant que directeur de prison, je n'ai pas d'avis sur le chiffre, c'est plus une question politique. Mais par contre, on a un avis sur la qualité, nous, du travail qu'on peut y faire et la dignité des personnes qu'on y héberge. Voilà. À l'OIP, qu'est-ce que vous répondez à ça? Donc, le numerus clausus, c'est un mécanisme de régulation des flux, mais ça n'interroge pas la politique pénale. Et avec le programme de construction annoncé, il mise sur une augmentation encore de 10% du nombre de personnes incarcérées dans la décennie à venir. Donc on aura plus de 75 000 détenus, même plus encore, pardon. Ouais, enfin, c'est cette question-là qui est posée véritablement plus que le numerus clausus. Il y a ça, bien sûr. Après, l'encellulement individuel est une loi qui est là depuis extrêmement longtemps. Hein. Ça fait longtemps qu'on a dit une place, une personne détenue. Donc après, moi, ce que je déplore finalement, c'est de voir certains directeurs de prison qui ne peuvent pas dire non à l'incarcération d'un individu, même s'ils sont en surpopulation. Donc je pense qu'il y a un coup à jouer là-dessus, puisque finalement, dans chaque prison, il y a un peu une politique un peu interne hein, sur un certain nombre de choses. Je pense que là-dessus, il faudrait pouvoir se positionner peut-être un peu plus durement. Mais à côté de cela, sur ces nouvelles prisons, hein, celles qui ne sont plus en centre-ville, celles que l'on ne voit plus, celles qui ne servent plus de prévention visuelle, hein, celles que l'on met aux périphéries des villes, celles qui ont l'air de mouroirs social, celles dans lesquelles les murs sont vert fluo, mais dans lesquelles on se suicide plus que dans les autres prisons, dans lesquelles même les personnes détenues venant de prisons très vétustes se plaignent et préféreraient se retrouver dans ces 9 mètres carrés à plusieurs et avec même peut-être quelques insectes et autres rongeurs, pourvu qu'il puisse y avoir du lien social et du lien humain. On constate aussi que le taux de suicide et de dépression du personnel pénitentiaire est aussi en taux grimpant. C'est-à-dire qu'ils ne voient plus personne, sont derrière des vitres teintées et ils observent des écrans de contrôle en appuyant sur des boutons pour activer l'ouverture et la fermeture d'un certain nombre de portes. Donc, dans nos prisons, il n'y a pas que des murs, des barreaux et des portes, il y a aussi des êtres humains des deux côtés de ces portes. Et il s'agit, en mon sens, de réanimer la dimension sociale et humaine de ces agents de la pénitentiaire. Cette dimension inhumaine de la prison, ces conditions de détention inhumaines, est-ce qu'au moins, vous qui fréquentez aussi un public, vous faites aussi la prévention à l'égard de gens qui sont en dehors de la prison, est-ce qu'au moins elle a la fonction de faire peur, la prison? Non, mais il y a deux choses. Le pire du pire, c'est de rencontrer des personnes détenues qui finissent par s'habituer, à s'adapter à la moisissure dans leurs cellules, à la venue des rats à une certaine heure, à le fait qu'il y ait des cafards ici ou là. Le fait de s'habituer à l'insalubrité, c'est quelque chose qui doit faire peur, à mon sens. De l'autre côté, tout à l'heure, on parlait de qu'est-ce que pense la société civile, etc., par rapport à nos prisons. Moi, personnellement, j'ai vu zéro étude concernant l'ensemble de notre société civile, concernant cette question-là. Moi, je pense très personnellement que la prison représente comme un levier politique. Un levier au même titre que la jeunesse, au même titre que les personnes âgées, au même titre que la retraite, l'emploi, le chômage, etc. Plus il y a de gens en prison, plus nous avons le sentiment d'être en sécurité. Plus nous avons le sentiment d'être en sécurité, plus nous allons voter pour celui qui a ce pouvoir de nous mettre en sécurité. Je ne crois pas que de construire de nouvelles prisons soit la solution. Je pense qu'on est peut-être arrivé dans un temps assez moderne de notre société, où l'on peut faire autre chose que de se regarder nous-mêmes. Même si nous sommes un pays fondateur des droits de l'homme, il faudrait peut-être qu'on soit capable de pouvoir les assumer et de s'en acquitter en bas de chez nous. Mais est-ce que vous pensez qu'elle dissuade la prison? Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui ne rentrent pas dans la délinquance, par exemple, parce qu'ils ont peur de se retrouver en prison? Sincèrement, je pense qu'elle ne fait plus peur. Elle ne fait plus peur à ces jeunes qui font des allers-retours, hein, qui se retrouvent dedans. Et on voit aussi un certain nombre de politiques intérieures où, pour avoir la paix sociale, il se passe un certain nombre de choses qui fait que ces personnes ne trouvent plus de sens
à l'autorité que peut représenter le cadre de cette administration. Lorsque l'on laisse, parce que je suis désolé, parfois on laisse du cannabis à profusion dans la détention, parce que pendant que les gars vont fumer, vont pas taper à la porte, vont pas demander des trucs, etc., etc. Donc moi, je trouve ça dommageable que l'on soit obligé de dévoyer l'ensemble des valeurs que doivent pouvoir couvrir pour autant ces institutions au service d'une paix sociale qui n'a pas de sens finalement. Donc il vaut mieux mettre moins de gens en prison et réinjecter nos valeurs en direction de ces personnes qui sont en carence. Nous avons des prisons de pauvres. Je ne parle pas de pauvreté économique, même si c'est le cas, mais c'est aussi de pauvreté psychologique, intellectuelle, sociale, familiale. Et donc trouver un travail, c'est très bien, hein, en termes de réinsertion, mais le garder, c'est mieux. Et lorsque l'on a un travail, ça ne garantit pas la réinsertion. Ce qui garantit la réinsertion, c'est une restructuration intellectuelle, psychologique, mentale, et une meilleure perspective sociale et d'insertion professionnelle. Donc il faut reconstruire un certain nombre de liens, retisser un certain nombre de liens entre les individus et surtout les responsabiliser. Lorsque vous responsabilisez quelqu'un, ce n'est pas pareil que lorsque vous lui dites non sans lui avoir dit pourquoi. Peut-être pour terminer, on avait le sentiment en préparant cette émission que le consensus est quand même assez général sur à la fois le problème de la surpopulation carcérale, le problème du système pénal tel qu'il fonctionne aujourd'hui, l'accroissement des courtes peines, etc. Vous, Virginie Gautron, comment vous voyez ce blocage alors, politique ou institutionnel qui fait que les solutions sont sur la table, tout le monde sait à peu près de quoi il s'agit et pourtant on ne passe pas le cap, on reste sur des constats qui sont désolants, politique après politique, quelle que soit l'étiquette. Alors, je pense que la période qui s'ouvre n'est sans doute pas favorable à un changement d'optique, voire même, je pense, à des retours en arrière, a fortiori avec des discours proprement scandaleux sur expliquer, c'est déjà excusé, etc. Et donc à partir de là, enfin vraiment, on est même aujourd'hui sur, enfin je vois pour nous chercheurs, même sur une remise en cause des travaux qu'on produit et qui sont disponibles, qui sont même commandés par le ministère de la Justice, l'administration pénitentiaire. Je pense alors. Peut-être qu'à un moment, il faudrait surtout insister sur l'aspect économique, ce qui a beaucoup fonctionné aux États-Unis pour revenir sur cette logique d'incarcération massive, en martelant qu'une journée de détention, c'est 100 € par jour, 35 000 € par an, par rapport à des aménagements de peine qui sont nettement moins coûteux. Et puis aussi interroger, vous demandiez tout à l'heure, est-ce que la peine, la population, comment elle perçoit la peine en termes de sévérité, pour un certain nombre de jeunes, et je pense que vous ne me démentirez pas, c'est plus sévère et plus difficilement vécu d'être 2 ans en sursis avec mise à l'épreuve, avec un suivi tous les mois avec un agent de probation, la nécessité de trouver un boulot, d'aller voir un thérapeute s'il y a des problématiques addictives qui sont très fortes parmi la clientèle pénale, voilà, et à la limite, certains délinquants, il n'y a pas d'homogénéité parmi eux, mais certains délinquants sont bien plus tranquilles 3 mois en détention dans leur cellule, on ne va pas trop les embêter, voilà, mais au moins une fois les 3 mois passés, ils ont purgé leur peine. Donc voilà, et je pense que c'est vraiment autour de la pédagogie qu'il faut travailler pour changer les choses. Il n'y a pas de recette miracle. Vous êtes d'accord sur ce qui vient d'être dit? L'alarme est donnée et on n'a pas de réponse? La pédagogie, oui. La pédagogie, après, elle suppose quand même, désolé d'y revenir, des moyens. C'est-à-dire que lorsqu'on est face à une surpopulation pénale qui ne permet aux surveillants d'étage, parce que finalement le premier pédagogue c'est le surveillant d'étage, on est heureusement dans une administration en France où on continue d'avoir le surveillant d'étage qui est le référent. On n'est pas dans un système à l'américaine, enfin peut-être de plus en plus avec les nouvelles prisons, mais dans lequel finalement on n'a pas de référent à l'étage, on a simplement la communauté des détenus d'un côté et de l'autre côté des murs, des grilles, etc. On a encore le surveillant à l'étage. Mais si le surveillant à l'étage, il a 140 détenus et il a pour principale préoccupation d'envoyer à l'heure ses mouvements, ses parloirs avocats, puis ses parloirs famille, puis ses audiences avec le conseil d'insertion, puis son médecin, etc., etc. Il n'a évidemment pas le temps, lorsque le détenu lui demande, de pénétrer dans la cellule en disant voilà, là tu as fait un CV, est-ce que je peux regarder ce que tu as fait? Voilà, ça c'est des choses qui n'existent plus dans certains établissements. Dans les établissements pour peine un peu plus, on a un peu plus le temps. Donc
moi, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que je pense que les valeurs, elles sont à peu près partagées par le personnel pénitentiaire. L'idée de remettre des valeurs dans les établissements pénitentiaires et de travailler sur les valeurs avec les détenus, je pense que c'est partagé. Je pense qu'après, la lassitude vient du fait c'est-à-dire que l'utilité sociale, je pense qu'elle est partagée par les acteurs du monde pénitentiaire aujourd'hui. La difficulté, c'est le temps, c'est les moyens, c'est les conditions qui pèsent aussi sur chacun d'entre nous, moi y compris. Hein, je ne sais pas si je ferai ce métier pendant 40 ans. Voilà, il y a tout ça qui joue aussi sur ce qu'on met de soi à chaque fois qu'on pénètre dans un établissement pénitentiaire pour y travailler. J'étais pas en train de dire que les personnels pénitentiaires n'avaient aucune valeur et ne portaient et n'incarnaient aucune valeur. C'est pas ça, c'est simplement d'essayer d'aider ces individus à l'intérieur qui ont péché dans leur capacité à vivre dans le respect de nos valeurs à l'extérieur. Et j'entends bien les problématiques liées à tout ce que vous venez d'indiquer. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement, si vous n'avez pas les moyens, à la fois financiers et humains, de pouvoir vraiment agir sur cette problématique qui est de l'insertion, qui est du suivi, etc., de ces individus, j'ai envie de dire, il y a toute une société civile qui demande qu'à ça, de franchir ses portes, d'aller derrière ses murs. Comme je peux le faire, et pourtant je suis un ancien détenu. C'est pas toujours le bienvenu selon les responsables d'établissement, mais finalement je finis par revenir en prison. Pour aller justement essayer de faire quelque chose, non pas que vous ne savez pas faire, c'est pas du tout ça. Moi, dans ma démarche, il est hors de question de court-circuiter ce personnel, qui est quand même le grand spécialiste, le grand expert de cette question. Simplement, donnons-nous la main. Ces professionnels, ces experts, et nous, société civile, qui avons envie d'agir pour améliorer ces conditions de retour en société, etc. Donc si la pénitentiaire aujourd'hui n'a pas véritablement les moyens, le temps et les humains pour pouvoir le faire, ouvrons nos portes de prison, et non pas pour faire sortir tous les détenus n'importe comment, mais pour y faire aussi rentrer la société civile, qu'on vous donne la main et qu'on fasse les choses ensemble. La prison, c'est une affaire de société, c'est pas une affaire d'institution. Un dernier mot, Virginie Gautreau. Sur la question des moyens, j'ajouterai pas seulement les moyens de l'administration pénitentiaire et du ministère de la Justice, les moyens du ministère de la Santé, les moyens du côté de l'emploi, du côté aussi de structures associatives pour accueillir des placements à l'extérieur. Les placements à l'extérieur diminuent depuis 2012, les semi-libertés diminuent, non pas parce que d'ailleurs les juges seraient systématiquement contre ces mesures, mais s'il n'y a pas de structure d'accueil à la sortie, s'il n'y a pas de médecin susceptible de prendre en charge ces personnes, rien ne peut être fait. La justice, elle ne peut pas lutter contre la délinquance et la récidive toute seule. Très bien, eh bien merci à vous tous. Fin donc de ce premier plateau. On se retrouve dans quelques minutes en compagnie d'Abdelhamid Akkar, qui est l'un des initiateurs de l'appel de Clairvaux, un texte dans lequel 10 condamnés à de très longues peines demandaient le rétablissement de la peine de mort pour eux-mêmes, au vu de leurs conditions de détention.